Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Une émission en partenariat avec la plateforme des cultures du goût, Alimentation Générale, représentée ici même par Pierre Everna. Bonjour Pierre. Bonjour Caroline. Chaque dimanche, vous nous proposez en fin d'émission à 12h25 la chronique La cerise sur le gâteau, une émission en lien avec notre thème du jour. Oui, je vais vous parler des compléments alimentaires. D'ailleurs, c'est pas une émission, c'est une chronique en lien avec notre émission du jour, bien sûr. Natacha Triou, bonjour. Bonjour Caroline. Vous nous proposez la Madeleine 2, c'est le souvenir gustatif d'une personnalité aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la Madeleine d'Annette Messager, l'artiste. Tout à l'heure, l'artiste Annette Messager, bien entendu, à 12h15 pour la Madeleine. Et pour notre plat du jour, nous avons choisi de parler de l'alimentation à l'hôpital après la mort de 5 patients dans une maison de retraite en Haute-Garonne le 4 avril dernier, très probablement à la suite d'une intoxication alimentaire. Les réglementations dans le milieu hospitalier sont très strictes, en particulier dans les EHPAD, compte tenu de la plus grande fragilité des personnes âgées. Donc ce genre d'accident dramatique est heureusement très rare, mais cet événement nous permet de nous interroger plus largement sur ce qu'on mange dans les hôpitaux et sur le fait de savoir s'il peut y avoir un lien entre l'alimentation et la guérison. La nourriture à l'hôpital a mauvaise réputation. Pourquoi ? Une mauvaise réputation qui n'est pas injustifiée, parce qu'avec le temps, à cause des contraintes économiques et puis aussi à cause des contraintes hygiénistes, eh bien, on a privé les chefs cuisiniers des hôpitaux un peu de leur liberté et qu'on leur fait préparer pas vraiment de la nourriture, je dirais plutôt de la bouffe, parce que c'est vraiment le mot, dans des atmosphères aseptisées où on a peur de tout et où on les laisse pratiquement plus rien faire. Donc on remplit des plateaux, quoi, et on en jette la moitié ou les 3/4. On va demander leur avis, bien entendu, à nos deux invités, s'ils sont d'accord avec ce que disait en 2017 le médecin et journaliste Jean-Noël Flézaquier, le spécialiste santé-médecine de France 2 pendant 40 ans sur cette nourriture à l'hôpital qui a mauvaise réputation. Nos deux invités, Frédéric Descrozaille, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes député La République En Marche du Val-de-Marne. Vous avez lancé en novembre une initiative qui va tout juste commencer en ce mois d'avril qui s'intitule Repas à l'hôpital et qui a pour ambition d'améliorer la restauration servie aux patients hospitaliers. Et puis Éric Fontaine est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous. Vous êtes médecin, nutritionniste dans l'unité de nutrition artificielle au CHU de Grenoble. Vous présidez la Société francophone de nutrition clinique, je vous regarde pour voir si je dis pas de bêtises, et métabolisme, fondateur également du collectif de lutte contre la dénutrition. Vous pensez que les gens ont tellement appris que c'était dégueulasse à l'hôpital qu'ils considèrent que c'est devenu une norme, mais ce n'est pas une fatalité. Alors ça n'est pas une fatalité, ce que nous disait Jean-Noël Flézaquier, que on remplit les plateaux et qu'on parle de bouffe plutôt que de bonne nourriture à l'hôpital. Oui, on mange mal. On mange mal. Je suis un ancien président de la Société francophone. Voilà, vous voyez, je vous regardais. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Okay. Tous les 4 ans, ça change et nous, on se représente pas. Alors, c'est pas une fatalité, mais... mais c'est vrai qu'on mange pas bien aujourd'hui, globalement. Ça, je vous confirme. Oui. En fait, il y a, comme on vient de l'entendre, un certain nombre de contraintes techniques qui sont existantes. Ça, c'est parfaitement vrai. Mais au-dessus de cette contrainte technique, il y a une contrainte budgétaire qui, elle, est beaucoup moins obligatoire. C'est un choix, alors que l'hygiène, c'en est pas un. Et c'est cette contrainte financière qu'il faut essayer de desserrer pour que, tout en respectant les contraintes d'hygiène, on ait un certain nombre de choses qui redeviennent mangeables. Thierry Descrozaille, ce qui s'est passé dans la maison de retraite, dans l'EHPAD en Haute-Garonne, pour vous, c'est un accident qui peut arriver dans toute société, ou bien c'est amené à se reproduire parce que effectivement les choses sont plus mal loties, les hôpitaux, plus généralement, sont plus mal lotis aujourd'hui qu'ils n'étaient autrefois? Ils sont certainement sous pression. Cela dit, je verserai certainement pas dans l'alarmisme ambiant. Le côté ça va de pire en pire, c'était mieux avant, etc. Je suis pas du tout dans cette catégorie politiquement, y compris. Je n'adhère absolument pas à ce type de discours. C'est que cet accident, parce que c'en est un, c'est même plus qu'un accident, c'est un drame. Ce qu'il rappelle, qui est quand même un point qui est très important, c'est que le risque bactériologique est bien plus grave que le risque chimique. Ce qui est absolument pas admis. De temps en temps, on a un drame qui le rappelle. Il n'y a pas très longtemps, c'était dans un fast-food qu'il y a quelqu'un qui est décédé suite à une intoxication alimentaire. Le risque bactériologique, le danger et l'exposition à ce danger, donc le risque, c'est pas la même chose, le risque et le danger, sont bien plus dangereux, font des morts. Le risque bactériologique, beaucoup plus que le risque chimique, qui est constamment incriminé et qui suscite tout un tas de fantasmes. Je pense en particulier aux pesticides. Donc ça rappelle un petit peu ce qu'est l'ordre des choses. Maintenant, il est certain que le financement de tout ce qui est prise en charge de la dépendance et des personnes âgées est un problème aujourd'hui. C'est un sujet politique majeur, parce qu'il va falloir trouver des solutions.
même si tout ne reposera pas sur le fait de trouver une recette fiscale et puis une dépense publique. Un mot là-dessus, la contrainte budgétaire qu'évoquait Éric Fontaine à l'instant, sur la restauration à l'hôpital, elle n'a vraiment pas de sens, mais d'un point de vue de gestion, justement. C'est 1%. L'alimentation, c'est ça, c'est 1% du budget de l'hôpital, 1 ou 2%. Et n'importe quel directeur achat, n'importe quel DAF en entreprise vous dira que de transpirer pour faire des économies sur un poste qui représente 1%, ça n'a pas de sens. La première règle qu'applique quelqu'un qui est chargé de ça, c'est les 80-20. C'est où sont les 20% de ce que je fais qui représentent les 80% de ma charge, ou le contraire. Mais là, on a 1%, donc appuyer sur ce poste-là, continuer à vouloir faire des économies sur ce poste-là n'a pas de sens. Il faut relâcher la pression là-dessus et mieux gérer plus intelligemment l'ensemble de la restauration, c'est-à-dire penser le repas comme une expérience émotionnelle, une expérience globale, et non pas seulement comme une façon de se nourrir, qui va être l'approche du médecin, une façon de faire des économies, qui va être l'approche du directeur achat, une façon d'organiser les soins dans le timing de tout ce qui se fait dans une chambre, ce qui va être l'approche des aides-soignantes. Donc en fait, il faut que tous ces services qui travaillent un petit peu en silo se mettent à penser l'expérience du patient de manière globale. Éric Fontaine. Oui, non, mais je confirme parfaitement qu'il faut relâcher la pression et je confirme que la pression existe. Je crois que c'est ça qu'il faut vraiment retenir. La pression financière est actuellement majeure dans les hôpitaux pour plein de domaines et dans le 80-20, le 80 est en grande partie l'activité purement médicale. Et là, dans cette situation-là, il y a une espèce de chasse gardée. Moi je suis médecin, donc je vois très très bien là où on a une certaine liberté et là on n'en a pas. Donc tout ce qui est médical, qui probablement est le 80, sur lequel on peut générer des économies très probablement, ça, très peu de directeurs d'hôpitaux osent le toucher. Il y a toujours cette question c'est de la médecine, je ne suis pas un médecin. Alors que tout le reste, c'est finalement l'inverse. Ils nous disent, mais ça c'est de la gestion, vous y connaissez rien. Or, je crois qu'il faut juste savoir si on met derrière les mots quelque chose de juste ou si c'est que des mots. Nous, on nous explique tout le temps que la nutrition à l'hôpital est un soin. Moi, je confirme que je pense que c'est un soin. Mais en tout cas, il n'est pas perçu comme ça, puisque pour le coup, les contraintes financières sont majeures, actuellement en tout cas, et donc on n'a aucune liberté médicale pour faire ce qu'on veut dans cette affaire-là. Quand vous dites c'est un soin, vous pensez à Hippocrate, que ton aliment soit ton premier médicament. On sait qu'il existe un lien entre l'alimentation et soit la détérioration de l'état de santé, soit la guérison, Éric Fontaine ? Oui, ça c'est vrai. Là encore une fois, il y a une ambiguïté, cette affirmation, elle est mal comprise. Ce que je pense qu'il voulait dire, c'était plutôt que de se nourrir correctement évite des maladies. Et ça, c'est toute la version de ce qu'il faut bien manger pour ne pas être malade. C'est finalement les 5 fruits et légumes, c'est ces choses de ces manger, bouger. Enfin, c'est toute l'idée générale de santé publique et qui est en gros, c'est ce qu'on appelle le PNNS. Et ça, les gens le comprennent tous, l'entendent tous, c'est pas pour autant qu'ils mangent correctement. On sait tous qu'il faut pas fumer, mais il y a quand même des gens qui fument. Donc, entre le discours et l'application du discours, il y a une vraie différence. Et puis, il y a qu'est-ce que je dois manger quand je suis malade ? Quand on est malade, oui, c'est ça. Et ça, c'est totalement différent. Et c'est ça le problème, c'est que ce message qu'un malade ne doit pas manger comme un bien portant, il est jamais dit clairement. Et c'est au moment où les gens sont malades qu'ils se disent « Tiens, je vais peut-être manger des fruits et des légumes », au moment où peut-être ce n'est plus tout à fait utile, surtout quand on n'a pas faim et quand on a finalement ce qu'on appelle une satiété précoce, c'est-à-dire que l'estomac est vite rempli, il convient de commencer par des choses qui sont riches et denses en apport nutritionnel et pas forcément de commencer par une salade qui est pleine d'eau, et qui fait le même volume et donc la même sensation de plénitude gastrique. Donc ça, c'est vraiment l'idée absolue qu'il faut comprendre, c'est qu'un malade, il se nourrit pas comme un bien portant. Et c'est pas une idée qui est forcément rentrée dans l'esprit des gens qui proposent la restauration d'un malade. Thierry Desrosiers. Oui, alors dans le projet repas à l'hôpital que vous citiez en début d'émission, qui consiste très rapidement à prouver par l'expérience sur 18 mois que lorsque la restauration est pensée autrement, et en partie dès l'achat, c'est-à-dire que dès qu'un hôpital achète mieux, c'est-à-dire y compris plus cher, le cas échéant, les denrées alimentaires, quand la restauration est pensée autrement, en fait, au bout du compte, l'hôpital ne dépensera pas plus d'argent, il peut même en économiser, puisque le taux moyen de déchets
à l'hôpital alimentaire, c'est plus de 40%, ce qui est considérable. 40% des plateaux au repas C'est finissent à la poubelle. absolument considérable. Donc, et en plus de ça, il y a plusieurs centaines de milliers d'euros d'achat de compléments nutritionnels oraux. C'est peut-être pas forcément qu'ils sont mauvais, c'est peut-être qu'ils ne sont pas adaptés. Tout à fait. Et il y a deux choses sur lesquelles je voudrais revenir, là, que vient de dire Éric Fontaine. La première, alors moi je suis pas médecin, je suis pas compétent là-dessus, mais en tout cas ce en quoi va consister l'expérience, c'est d'arrêter de penser qu'il faut planifier des menus par les diététiciens un mois à l'avance et pour tout le monde. Quand on aura des séjours courts, y compris de l'ambulatoire, recréer des réfectoires, inviter les patients à sortir de leur chambre pour aller se nourrir de manière un peu conviviale dans un endroit qui va être pensé pour cela, ça fera partie du processus de guérison. Je parle en disant ça, évidemment, sous le contrôle des médecins qui sont membres du comité de pilotage. De la même manière, en fonction, en fait, des maladies et donc des services, il s'agira d'adapter des menus et peut-être de les diversifier, de les démultiplier par rapport à ce que c'est aujourd'hui et de moins les planifier, encore une fois, un mois à l'avance. Pour 15 centimes de plus par repas. Par exemple, pourvu que ça ne se retrouve pas dans les charges à la fin, parce que sinon ça effrayerait tout le monde. Puis la deuxième chose, c'est que, oui, le frais alimentaire et le préparer chaud sur place, c'est toujours mieux. Mais il ne faut pas décrier la liaison froide. Il y aura des solutions industrielles. Et il y aura des solutions liaison froide. Moi-même, je cuisine beaucoup parce que j'adore ça. Quand je fais un plat mijoté, et même une quiche, je vais vous dire, les enfants préfèrent quand elle est réchauffée le lendemain, plutôt que quand elle sort du four. En fait, ça dépend quand même de ce qui est préparé. Et il y a un savoir-faire industriel aujourd'hui. Dieu sait si je suis un fan des produits frais alimentaires. Et là, on travaille avec Restocco, c'est des cuisines autogérées. Il y a des solutions pour la restauration collective concédée. Et il y a des solutions pour des outils industriels. Et simplement, il faudra penser le temps du repas, l'adapter effectivement au type de pathologie, donc du suivi, l'adapter au fait au desiderata aussi du patient. Il faut lui donner envie. Et puis, qui pourront donner ce sentiment non seulement de satiété, mais de contentement. Hier, j'ai bien mangé, je suis heureux. C'est possible, Éric Fontaine, d'arriver à ça, d'adapter d'ailleurs le repas à chacun, de faire venir des cuisiniers ou de sortir les cuisiniers des cuisines, de faire en sorte que les patients puissent choisir un menu, adapté d'ailleurs à leur maladie et à leur desiderata, comme le disait Frédéric Descrozaille. C'est probablement une injonction contradictoire. Je pense que c'est pas faisable dans la vraie vie, ou alors en fait il faut bien savoir ce que ça veut dire. Demander à un patient de choisir ce qu'il veut manger est quelque chose de techniquement faisable, mais ça sous-entend en amont de pouvoir produire et stocker, puisque les gens finalement vont choisir et puis on va sortir le produit au fur et à mesure que le patient le demande. En pratique, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, ça veut dire que ça peut être non pas une liaison froide, mais une liaison congelée, surgélation. C'est-à-dire que la seule manière de gérer ça, c'est d'avoir des stocks de produits congelés et en fonction de ce que les gens demandent, on les sort, on les décongèle. Et ça, c'est quelque chose qui bouleverse beaucoup les habitudes, puisque comme justement il venait d'être rappelé, les ingénieurs restauration, en règle générale, ils aiment anticiper, ils aiment prévoir 3 semaines à 1 mois à l'avance combien ils vont acheter de produits. Donc tout ça est planifié très très longtemps à l'avance avec des petites adaptations en fonction de ce qu'ils savent ou ce qu'ils espèrent du nombre de patients qui vont être hospitalisés ou qui ne vont pas être hospitalisés. Il y a un phénomène saisonnier dans cette affaire. Et ça, c'est comme ça que globalement ça marche actuellement. Vouloir donner la liberté de choix aux patients, que je trouve tout à fait... tout le monde est favorable à ça, mais... Techniquement, ça veut dire probablement faire appel à de la surgélation. Je ne vois pas comment c'est faisable techniquement. Surtout avant de parler même de plaisir de manger ou de lieu de convivialité, vous en tout cas Éric Fontaine, vous avez donc fondé le collectif de lutte contre la dénutrition, ce qui veut dire que à l'hôpital il y a des cas de dénutrition extrêmement élevés et qu'il faut d'abord arriver à lutter contre la dénutrition à l'hôpital, peut-être même en imposant la présence ou en formant les médecins à la dénutrition avant même de penser à ce qu'on mange et au plaisir de manger. En fait, la lutte contre la dénutrition, c'est quelque chose qui est multifacette. Entre autres, le repas à l'hôpital est quelque chose de fondamental, mais il faut bien savoir que globalement, il y a 30 à 40% de patients dénutris dans les hôpitaux. Quand on extrapole tout ça au nombre de personnes hospitalisées par an, on arrive au calcul de 2 millions de dénutris en France, c'est-à-dire un chiffre tout à fait considérable. Et c'est clair que c'est pas les hôpitaux qui génèrent la dénutrition, c'est les malades. C'est la maladie
qui a entraîné la dénutrition. Et que l'important est de le diagnostiquer le plus précocement possible, parce que c'est comme toutes les maladies, quand c'est pris en charge précocement, le traitement est efficace et en règle générale, il n'est pas coûteux. Alors que quand il est pris tardivement, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que pour le coup, on revient au 20-80 de tout à l'heure. Frédéric Descroza, Éric Fontaine, on vous retrouve dans quelques minutes. On laisse passer la Madeleine d'œuf. C'est important de bien manger, déjà en temps normal, mais encore plus peut-être à l'hôpital, parce que c'est un des seuls plaisirs de la journée qu'ils ont. Le repas, c'est pas un moment de soins, c'est un moment pour eux de plaisir. Alors, vous avez rencontré l'une de nos plus grandes artistes françaises, Oui, Natacha. il s'agit d'Annette Messager, depuis les années 70. La plasticienne dessine, brode, bricole. Elle assemble tout type de matériaux, du sac couchage au doudou, en passant par le moineau empaillé. En 2005, elle avait été la première femme à représenter la France lors de la Biennale de Venise, Lion d'Or, d'ailleurs récompensée à ce moment-là. Et à partir du 24 mai, elle exposera de nouvelles œuvres à la galerie Marianne Goodman à Paris. Alors pour Saint-Madeleine 2, Annette Messager nous raconte un grand classique de la cuisine française. En fait, j'ai un très très bon souvenir de soupe à l'oignon. Parce que quand j'étais petite, c'était dans un très grand bol et ça voulait dire qu'il faisait très froid à l'extérieur. Et je me vois avec des petites mains dans ce grand bol, avec autour du bol un peu de grillé, un peu de brûlé, j'aimais beaucoup ça. Et puis il y a les longs fils du fromage, alors j'ai tiré, j'avais l'impression que ça faisait au moins plus d'1 mètre. Et puis je les remettais dans cette espèce de soupe, parce que maintenant on appelle ça une gratinée plutôt qu'une soupe à l'oignon, pour essayer de faire un petit dessin un peu rigolo dans le bol. Et donc, c'est des souvenirs de moments, de chaleur, de froid en extérieur, d'être bien à la maison, préservé. La soupe à l'oignon, il y a beaucoup d'oignons. Ce qui m'étonne d'ailleurs, parce que petite fille, on n'aime pas tellement les oignons. Mais il y a beaucoup d'oignons, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de pain, tout ça très chaud, tout ça fumant et beaucoup de fromage. Donc je crois que c'est pas très difficile à faire. Puis c'est mis au four pour que ce soit bien gratiné. Donc ça sort un peu noir. Il y a une sorte de couche qui se met par-dessus. Donc c'est assez mystérieux comme plat. Enfin, ça me semblait mystérieux. Moi, j'ai une petite faim. Et si on se faisait une soupe à l'oignon, comme au bon vieux temps? Je rajoute du fromage râpé. J'adore ça. Je n'ai pas grand intérêt pour la cuisine et j'ai compris pourquoi, parce que en fait la cuisine c'est vraiment une transmission familiale. Mon père ne voulait manger que des carottes râpées parce qu'il pensait que c'était le secret de la jeunesse, etc. J'aime beaucoup les carottes râpées, d'ailleurs je n'en mange jamais mais je les aime beaucoup. Et moi, ma grand-mère, ma mère ne s'intéressait pas à la cuisine. Donc malheureusement, je n'ai pas de transmission et je ne suis pas intéressée par la cuisine du tout. Et en plus, je ne digère pas les oignons. Et donc je ne sais pas comment je faisais, mais j'ai digéré très bien, mais parce que c'est des oignons crus, quoi, qui cuisent un peu, mais je ne digère pas les oignons crus. Mais dans la soupe à l'oignon, ça passe toujours. De toute manière, c'est quand même assez bourratif. Et si je vais au restaurant, je ne mange que de la soupe à l'oignon. Je ne prends pas d'autres plats. Et c'est évidemment beaucoup moins bon que celle de ma maman. Éric Fontaine, en tant que médecin nutritionniste, je ne sais pas si la soupe à l'oignon est un plat qui peut être servi à l'hôpital, mais la madeleine, c'est le souvenir gustatif. Et on se dit toujours, et en particulier sans doute pour les malades d'Alzheimer, que la place du souvenir, l'émotion, la sensibilité, en particulier passant par la cuisine, doit être quelque chose de fondamental pour ces patients. Retrouver la sensation, travailler le palais à travers l'émotion, ça fait peut-être partie des médicaments possibles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Honnêtement, vous n'êtes pas spécialiste de la maladie d'Alzheimer. Non, mais honnêtement, je ne suis pas spécialiste de la maladie d'Alzheimer, mais j'ai vu des gens qui l'avaient. Quand on ne reconnaît pas ses enfants, je ne sais pas si on se souvient de ce qu'on mangeait quand on était enfant. Et donc, je ne sais pas si réellement la mémoire à ce niveau-là est quelque chose qui est encore gardé ou pas. Donc, ça part d'un bon sentiment, mais je ne sais pas si ça marche. Faudrait éventuellement, faudrait poser la question aux gens.
On va la poser la question. Frédéric Descrozaille, vous avez un avis sur la question? Ah oui, j'ai un avis sur la question. Il est clair que c'est extraordinaire la puissance d'évocation de la mémoire sensorielle, du toucher, de l'odeur. On est téléporté. Enfin, on a tous fait cette expérience-là de retrouver. C'est vraiment dans l'espace et dans le temps un raccourci. On se souvient, j'étais à tel endroit et il se passait ça à ce moment-là. C'est extraordinaire et on parle de l'émotion. Et donc, pour en revenir à un repas à l'hôpital, l'expérience consiste vraiment. Il n'y a pas de solution unique. Je suis d'accord avec vous sur le surgelé, mais moi je trouve que sur le surgelé il y a des solutions. Il n'y a pas de solution unique et il ne s'agit pas de dire qu'il va y avoir un menu dans toutes les chambres. Mais si l'ensemble des services se parlent et que les aides-soignantes, que les acheteurs, que les ingénieurs de restauration, que les médecins, que la direction administrative, ensemble se sentent chacun responsable du sourire et du bonheur du patient quand le repas arrive et quand il l'a terminé, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Ce projet ne consiste pas à réinventer l'eau tiède. C'est simplement de faire travailler les gens ensemble et d'arrêter de mettre des pressions en silo, chacun sur son métier, et qui fait qu'à la fin, en fait, le repas, l'expérience du repas, personne n'en est vraiment responsable. On va suivre bien évidemment ce projet Repas à l'hôpital qui commence d'ailleurs ce mois-ci et qui va durer jusqu'en juin 2020. L'expérimentation commence dans 3 établissements. Nous sommes au téléphone avec Anne-Françoise Jiquel. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'Association culinaire des établissements hospitaliers de France. Alors déjà un mot sur cette association, de quoi s'agit-il? Et puis ensuite, de quel œil regardez-vous ce projet porté par Frédéric Descrozaille de Repas à l'hôpital? Un mot d'abord sur votre association. Alors donc juste à l'instant, les propos qui étaient tenus sur effectivement le regard de tous vers le repas qui est porté aux patients représentent vraiment bien ce que l'association défend. Nous sommes une association avec 150 membres et on regroupe tous les acteurs qui sont autour du repas du malade. Donc aussi bien de l'acheteur, du responsable de cuisine, du plongeur, mais aussi du soignant qui va être le dernier maillon avant ce plat posé et consommé par le patient. Donc pour nous, effectivement, cette initiative de voir porter le plateau du malade dans l'actualité, je dirais, c'est un grand ça honneur, ça va dans le bon sens. Oui, c'est nos valeurs qui sont portées, qui sont mises à jour. On peut faire tout et n'importe quoi comme plat. On peut avoir un chef étoilé qui va effectivement préparer. Mais si derrière tous les maillons ne sont pas à l'unité pour pouvoir porter jusqu'au bout, réchauffer, parce que peut-être à un moment il faudra le réchauffer, peut-être il faudra l'amener dans une salle conviviale pour que toute la dimension de ce qui aura été fabriqué puisse être appréciée et puis bien entendu consommée dans sa globalité par le patient. Est-ce que vous pensez, Anne-Françoise Jiquel, que c'est possible d'adapter les repas aux besoins de chacun et de chaque malade? Alors, de chacun, par la force des choses, quand on est à l'hôpital, il va y avoir des contraintes liées à des régimes ou liées à des textures, donc on ne va jamais pouvoir satisfaire totalement. Mais notre rôle, c'est bien de tendre vers, de différencier les différents groupes, je dirais, si je peux me permettre de les mettre en groupe, entre effectivement la personne qui va venir en ambulatoire et dont le repas n'est pas sa priorité le jour J, mais penser aussi et différencier sur les personnes qui vont être là pour du long séjour, comme les EHPAD, comme des foyers autres. Donc voilà, mais oui, notre rôle, c'est bien de tendre. Et je pense qu'on peut apporter effectivement ce sourire. J'ai toujours plaisir à dire aux équipes que effectivement nous avons, les petits maillons de la logistique hospitalière, un pouvoir phénoménal. C'est qu'on peut amener le sourire sur le visage de quelqu'un qui est en souffrance. Vous constatez les effets? Vous les voyez, vous, Anne-Françoise Jiquel? Oui. Là, je travaille au sein d'un centre de santé mentale et il arrive parfois qu'on ait effectivement des échanges sur des projets avec des soignants et soignés. Et quand on parle de certains plats ou autres, eh bien, il y a un regard, il y a
voilà, c'est pas toujours. Je travaille aussi en commission avec Anesat. Et ben voilà, le repas, c'est un langage connu de tous. Eh bien, merci beaucoup, Anne-Françoise Jiquel, d'avoir témoigné comme présidente de l'Association culinaire des établissements hospitaliers de France. Il nous reste à vous remercier aussi, Frédéric Descrozaille et Éric Fontaine, à suivre très précisément le projet Repas à l'hôpital et cette expérimentation qui commence cette semaine, ce mois-ci, là, en avril, et qui va durer donc jusqu'à l'année prochaine pour la première étape. Et il vous reste à tous à écouter la cerise sur le gâteau. Une cerise sur